Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je m'agenouille sur la berge le long du petit torrent pour nettoyer les truites prises dans la journée. C'est drôle, comme le poisson qu'on n'a pas pris soi-même sent mauvais. Un éclat de rire me parvient de la cabane sur la colline. C'est le rire de mon oncle Ben, un rire puissant et riche, comme mon oncle Ben lui-même. Ben et son copain Max jouent au poker à 30 $ la partie. Ils manipulent l'argent exactement comme si c'était du papier ordinaire. Le matin même, ils ont parié 100 $ pour celui qui attraperait le plus gros poisson de la journée, et Max a gagné. Ben a simplement souri de son sourire stupide. Et il a donné le fric. Chaque année, c'est pareil. Ben et Max arrivent de Las Vegas et passent quelques semaines à flâner au soleil. Pour quelques dollars, ma vieille mère leur loue la baraque. Et moi, pour rien du tout, je deviens leur esclave. Je remplis la casserole d'eau fraîche et j'emporte le poisson vers la cabane. Ben et Max sont toujours penchés au-dessus de la table, presque tête contre tête. Aucun d'eux ne lève les yeux. Max se serre une carte, il jette une reine sur la donne de Ben, joue 3 cartes et fait claquer son écart. Il a encore gagné. Ben sort de sa poche 3 billets de 10 $ tout froissés et les lui tend sans rien dire. « Le dîner est bientôt prêt, Al ?»« Ce sera pas long, » je réponds. Max sourit tout en même temps qu'il ramasse les cartes. « Très bien, peut-être que tu voudras jouer 1 ou 2 parties tout à l'heure. » Je le regarde. Max sait très bien que j'ai pas d'argent. « Distribue les cartes, Max. Je peux encore faire quelques parties, » dit Ben en tripotant les billets qu'il a encore en poche. J'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi impatient de perdre son argent, dit Max en soufflant un noyau d'olive dans le cendrier. Allez, donne. Pendant que je fais frire la truite et que je prépare une galette de maïs, Ben perd encore 6 billets de 20 $, ce qui paraît pas affecter son appétit. Il dévore comme s'il avait rien mangé depuis 15 jours. Il parle de tout, de l'argent qu'ils ont gagné, de toutes les femmes qu'ils ont connues. Tout ça à m'en rendre malade. Ils ont été dans des coins où jamais je n'aurais la possibilité d'aller, et ils ont fait des choses que jamais je pourrais faire. Et pour tout ça, je les hais. Quand ils ont bu leur café, je débarrasse la table et je fais la vaisselle pendant qu'ils entament une autre partie. Cette fois, les cartes sont favorables à Ben. Il regagne tout ce qu'il a perdu, et Max perd plus de 150 $. Je le regarde un moment tandis qu'il se passe le fric, et je voudrais que tout cet argent les étouffe. « Je vais à la maison, » je dis. « J'ai beaucoup à faire demain. » Ben lève la tête. « Ok, à demain. Dis à ta mère que nous partirons dans 1 jour ou 2. » Je hoche la tête d'un air renfrogné. « Plus vite ils partiront, et mieux ça sera pour moi. » Max se lève en s'étirant. « Arrêtons-nous un peu. De toute façon, c'est l'heure pour toi de prendre ton médicament. »« T'es une vraie mère pour moi, Max, » dit Ben. Et il fouille dans sa vieille cantine à la recherche de ses pilules, tandis que je sors. Sur la véranda, il fait frais et sombre. C'est le meilleur moment de la journée. La main de Max se tend par-dessus mon épaule et, d'un coup de pouce, il fait jaillir la flamme de son briquet en or.
Je me retourne et je me penche pour allumer la cigarette qu'il me tend. Merci. Pourquoi tu t'encroutes dans ce bled perdu, Al? Je vis ici et j'y vivrai probablement toujours. T'as pas envie d'aller vivre ailleurs? Tiens, à Las Vegas, par exemple. Oui, j'y ai déjà pensé. Penser ne coûte rien. Un type épatant comme toi peut faire son trou partout, voyons. Ouais, peut-être. Certainement. Max se penche vers moi. Pense à Las Vegas avec, disons, une vingtaine de billets de $1000 dans ta poche. Tout ce dont tu as manqué, petit. La gnôle, les femmes. Où veux-tu en venir, Max? Il me regarde longuement sans rien dire. Écoute-moi bien, petit gars, si jamais tu dis un mot de tout ça, je te ridiculiserai sur le champ. Tu me crois pas? Alors écoute, parle ou tais-toi, je suis trop fatigué pour écouter un tas de boniments. Ok, petit, ok. Je veux simplement te faire comprendre que je parle affaires. Eh ben, très bien, parlons affaires. Il jette un rapide coup d'œil en direction de la cabane. Je vais t'expliquer clairement la chose, mon petit gars. Je donnerais volontiers $20 000 pour que ton oncle Ben n'existe plus. Je réponds rien, mais je fronce les sourcils. Ah, pourquoi tu prends un air choqué, petit? Allons, avoue que tu peux pas le souffrir, hein? Tu le hais, et moi aussi. Ben, il se peut que je l'aime pas, je dis, mais c'est pas une raison pour le tuer. Il y a des milliers de raisons. Par ailleurs, j'ai pas parlé de le tuer. Tu sais combien le cœur de Ben est en mauvais état. Une nouvelle attaque et... Réfléchis, Al, réfléchis. Et dis-moi après ce que t'en penses. Je reste un moment avant de pouvoir bouger. Puis je me couche dans ma chambre où il fait beaucoup trop chaud pour dormir. Je ne cesse de penser à tout ça en me tournant et me retournant dans mon lit trempé de sueur jusqu'à ce qu'il soit l'heure de me lever. Je pense à tout ce que je pourrais faire avec $20 000. Plus de soucis avec la vieille camionnette. Je pourrais faire réparer le toit et prendre quelqu'un pour rafistoler la clôture. Le jour se lève. Il est temps que je me mette en route vers le nord. Il doit être un peu plus de midi quand je vois la chose tapie à l'ombre d'un rocher, un serpent à sonnette, enroulé comme un puissant ressort. La hideuse masse frémissante gît là, prête à lancer son venin sur tout ce qui viendrait à sa portée. Je m'empare d'un gros rocher, je le brandis, prêt à écraser le monstre. Le temps paraît s'arrêter. Je me tiens là, serrant la lourde pierre brûlante. La sueur me coule dans les yeux et, cependant, un frisson glacé me parcourt. La brusque pensée des $20 000 me revient à l'esprit et je laisse tomber la pierre. Je fonce à la camionnette. Dans une véritable course à la mort, je prends une nasse et une petite pelle. Le serpent à sonnette s'enfuit vers une crevasse. Je le frappe avec la pelle. Il se tord sur lui-même et attaque. Sa tête cogne la pelle avec un bang sonore. Je le maintiens sur le sol avant qu'il ne puisse s'enrouler de nouveau. Sa queue vibre furieusement quand je mets le pied sur la tête. La créature se débat sauvagement et dégage une odeur de pommes pourries. Je peux sentir à travers la semelle usée de ma botte se tortiller l'horrible bête. Je me baisse et l'attrape derrière la tête. Son corps s'enroule autour de mon bras et j'hésite à abandonner. Mes mains sont moites et le serpent vigoureux. Je sais que je ne pourrai pas le tenir longtemps. Libérer mon bras de cette créature est difficile, mais le faire tomber dans le sac est encore plus pénible. Je tords l'ouverture et je noue rapidement le sac. Je tombe à genoux sur le sable. Ma chemise est trempée. Je m'assois épuisé et j'attends que mes mains arrêtent de trembler. Le sac, finalement, cesse de bourdonner, et ce n'est que par instant que je peux voir la chose remuer à l'intérieur. Je reste assis, là, à la contempler, me demandant si je vais pouvoir achever cette besogne. Je n'aime pas Ben, c'est vrai, mais c'est un être humain.
avec des sentiments humains, et c'est mon oncle. Je laisse tomber le sac à l'arrière de la camionnette. La cabane paraît vide quand mon vieux camion s'engage en cahotant dans la montée du chemin. La porte d'entrée est ouverte. Il n'y a personne en vue. Je coupe le moteur et j'approche doucement de la véranda en roue libre. La voix de Ben s'élève de la crique, puis j'entends Max lui répondre, sans doute qu'ils font un nouveau pari. J'ouvre la moustiquaire et entre, tenant le sac le plus éloigné possible de mes jambes. Puisque je suis décidé à aller jusqu'au bout, autant le faire convenablement. Il faut mettre la chose dans un endroit où oncle Ben tombera forcément dessus. Je peux pas me permettre que quelque chose arrive à Max, enfin du moins, pas encore. Tout est en désordre. Je regarde lentement autour de moi. Les assiettes du petit déjeuner encombrent la table et les lits sont défaits. Je trouve enfin ce qu'il me faut. La cantine de l'oncle Ben. Je soulève le loquet et ouvre sans bruit le couvercle bosselé. À l'intérieur, il y a des vêtements, une demi-douzaine de paquets de cartes neufs et 3 boîtes de pilules. Il faut que ce soit là. Je sens de nouveau le tremblement m'envahir quand je défais avec précaution le nœud du sac et je surveille le lent glissement du serpent à l'intérieur de la cantine. Je fais claquer le couvercle. Une grosse goutte de sueur roule de mon front sur le coffre métallique comme une pluie d'été tombant sur le toit d'une grange. La tête me tourne. Je lutte pour reprendre mon sang-froid. Pour me remettre, je marche jusqu'à la porte, m'arrêtant pour réfléchir encore. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Personne ne saura jamais rien. Max a provoqué Al en lui disant qu'il lui donnerait volontiers 20 000 $ pour que son oncle Ben n'existe plus. Al a relevé le défi et a dissimulé un serpent à sonnette dans la cantine de Ben. Je sors, laissant la moustiquaire se refermer derrière moi. Le petit sentier qui mène à la crique serpente à travers les arbres. Brusquement, je les vois tous les deux dans l'eau jusqu'aux hanches. Leur canne à pêche fouette l'air. Ben fait un beau lancer. Il m'aperçoit et me fait signe de le rejoindre. Max s'avance vers moi en pataugeant. « Salut, Al !»« Je voudrais une cigarette, » je dis. Il m'en offre une et me tend son briquet. Je l'allume et je reste près de lui sur la berge, faisant tourner le métal brillant entre mes doigts. Max fouille dans son matériel de pêche à la recherche d'une nouvelle mouche. « Alors, Al, t'as pensé à notre petite conversation d'hier soir? » « Oui. J'ai pas mal réfléchi. »« Et alors ?» Je fais un signe d'assentiment tout en lui rendant son briquet. « Tu veux dire que tu le feras? » « Pas pour 20 000 $. Max me considère comme si j'étais une de ces mouches à lancer. 25 000? 35 000. Max et moi, on se dévisage à peu près comme le serpent et moi l'avons fait 1 heure auparavant. Il finit par hausser les épaules. « Très bien, Al. T'as conclu un marché. Tu passes quand à l'acte? »« Peu importe, » je dis. « C'est déjà fait. Simplement, il faut pas t'approcher de sa cantine. »« Donc t'as osé, » dit Max en secouant lentement la tête. « C'est ce que tu voulais, Max, non? Bon. Quand est-ce que j'aurai l'argent? » « Tu l'auras quand tout sera fini, petit. » Il n'essaie pas de dissimuler le ton dégoûté de sa voix. « Au diable, Max! Il n'a pas le droit de me mépriser. C'est son idée, après tout. » Je suis furieux quand je remonte dans mon camion.
Le restant de la journée me paraît interminable. Je passe le reste de la journée à rêver à tout cet argent. 35 000 $ représentent une fortune pour moi. Plus de fric que je ne pourrais espérer en économiser dans toute mon existence. Évidemment, c'est cruel pour Ben, mais après tout, c'est un joueur, et il serait le premier à admettre qu'on ne peut pas toujours gagner. Il est tard quand je me dirige vers la cabane. Plus j'approche du but, plus je redoute ce que je vais trouver. Mais je sais que je ne peux plus reculer. Max fume une cigarette sur la véranda quand je m'arrête. J'espère désespérément que tout est fini et je scrute son visage. Il secoue simplement la tête. Sans rien dire, je passe près de lui et entre dans la cabane. Ben joue au solitaire et me sourit comme s'il était heureux de me voir. Je jette un rapide coup d'œil à la cantine. « Pas de poisson à nettoyer ?» je demande. « Nous n'avons pris que du menu fretin, nous l'avons jeté. » Oncle Ben m'offre une cigarette que je prends. Je tire ma chaise le plus loin possible du coffre métallique. Il faut que je précipite les événements d'une façon ou d'une autre. Je peux plus attendre. Il faut qu'il ouvre cette cantine. Maman m'a dit de te demander comment t'allais. Dis-lui que je vais très bien, mon garçon. Elle a peur que t'en fasses trop. Souviens-toi que tu dois faire attention à ton cœur. Ben pose machinalement sa main sur sa poitrine. Il me regarde avec tristesse. Al, mon petit gars, nous n'avons jamais été très proches l'un de l'autre, toi et moi, et je l'ai toujours regretté. J'aimerais pourtant que nous nous connaissions mieux. Il se penche et tire le coffre devant sa chaise. Je me raidis sur mon siège en me demandant s'il peut entendre cette chose à l'intérieur. Il n'y a pas le moindre son. Je me force à attendre. Tandis qu'il se penche vers la serrure, ma bouche est sèche. « Ben !» J'ai parlé beaucoup trop fort. Il se raidit et me regarde d'un air étrange. « Non, rien. Rien. J'avais pas l'intention de crier comme ça. »« Tu travailles trop dur, mon petit gars. Tu devrais te reposer un peu. » Nerveusement, je change de position sur ma chaise. Max me lance un petit sourire méprisant qui me fait le haïr 1000 fois plus que je hais Ben. « J'ai jamais vu quelqu'un de si nerveux, » dit Ben. « Qu'est-ce qui ne va pas ce soir, mon petit Al ?» Max ricane. « Peut-être qu'il a trop travaillé. »« Pourquoi tu la boucles pas, toi? On t'a rien demandé ?» Il se contente de me sourire à nouveau. « Je suis désolé. Je tortille mon chapeau dans mes mains. Je suis fatigué. Je m'excuse pour la façon dont je me suis conduit ce soir. » T'as pas besoin de t'excuser, petit. Nous avons tous nos moments d'humeur. Max tend son poignet vers Ben, lui montrant sa montre. « Ce serait pas l'heure de tes pilules, Ben ?» Ben a un petit rire. « Tu n'oublies jamais, pas vrai ?» Max me regarde. « Non, je n'oublie jamais. » Je me tiens en face de Ben quand la serrure cliquette. Le couvercle se lève lentement. J'observe le visage de Ben. Il ne change même pas d'expression. Il prend calmement ses pilules, les lance dans sa bouche et referme le couvercle. Mon Dieu! Le serpent s'est échappé, c'est sûr. Il est en liberté dans la cabane. Mon regard cherche frénétiquement sous la table, sous les chaises, se pose derrière le coffre à bois. Mais comment a-t-il pu s'échapper? Je me sens glacé alors que l'air nocturne transperce mes vêtements trempés de sueur. J'ouvre la portière du camion. J'entends trop tard l'infernale sonnette du serpent. Une odeur fruitée a envahi l'intérieur obscur du camion. Un corps lourd rampe à travers le siège usé. Mon propre hurlement résonne dans mes oreilles quand les crochets à venin se plantent dans mon bras droit. Épouvanté, je sors du camion en courant, trébuchant de panique. Je parviens sans savoir comment à revenir à la cabane. Je déchire la manche de ma veste aussi facilement que si c'était du papier de soie. Mon bras enfle terriblement jusqu'au coude. Une morsure de serpent! J'attrape Ben par sa chemise et elle secoue. Je ne parviens pas à lui faire comprendre. Une morsure de serpent!
Ben, d'un coup en pleine figure, me repousse violemment. Je m'écrase contre le mur, faisant vibrer les fenêtres. Mon bras me fait toujours plus souffrir. Il dit doucement « Petite ordure ». Son poing jaillit et je heurte une fois encore le mur. « Petite ordure, je viens de perdre 5 000 $ sur toi, Al. » Il m'envoie encore son poing dans la figure. « Ben, je t'en supplie, aide-moi !» Max m'avait parié qu'il pouvait te faire une saloperie, comme ça, pour de l'argent. Le fils de ma propre sœur. Ben savait tout. Il m'aidera pas. Je fonce vers la porte et m'arrête dans un sursaut. Max joue avec les clés du camion. « S'il te plaît, Max. » Max se retourne. « Je vais te dire, Ben. Je te donne une chance de rentrer dans ton argent. »« Ah oui, comment ?» Ben ne me quitte pas des yeux. « C'est un garçon en pleine santé, » dit Max. « Mais à la façon dont il a peur, je parie à 5 contre 3 qu'il ne tiendra pas jusqu'au matin. » Ben m'observe toujours en cherchant son portefeuille. « Pari tenu, » dit mon oncle Ben. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.